l'occasion de son déplacement au Nigeria, le président français Emmanuel Macron a annoncé la tenue pour 2020 des grandes festivités de la culture africaine en France. Le principal chef de l'opposition du Zimbabwe, espoir présidentiel Nelson Chamisa, pense qu'une vague d'optimisme chez les jeunes le guidera vers la victoire électorale. On le suivra dans cette édition. Le gouvernement et les rebelles du Sud-Soudan conviennent de retirer leurs forces des zones urbaines. Cette décision intervient dans le cadre d'un accord signé à Khartoum par les deux parties. C'était là le sommaire du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Le président français Emmanuel Macron était au Nigeria dans le cadre de la relance de la coopération entre la France et ce pays d'Afrique de l'Ouest. Ce fut aussi une occasion pour le président français d'annoncer la tenue pour 2020 de grandes festivités de la culture africaine. Une annonce faite à Lagos, nous dira notre correspondant sur place, Abdoulaye Issa. Informer le monde culturel africain de la tenue prochaine des grandes festivités marquant la culture africaine en France, toucher du doigt les réalités de cette culture et montrer combien la France accorde une importance aux arts et cultures africains, tels sont les credos qui ont amené le président français Emmanuel Macron, après son tête-à-tête avec son homologue nigérien Muhammadu Buhari à Abuja, à se déplacer pour la ville mégalopole Lagos, ville où s'est tenue la nuit de la révolution culturelle africaine en ce lieu emblématique du Shrine. Berceau de l'afrozik créé par Feu Fela Anikulapo Kuti dans les années 70. L'effervescence était totale avec la présence des artistes et écrivains de renom Angélique Kidjo, Youssouf Ndour ou Wole Soyinka pour ne citer que cela. Le décor aux couleurs de la tradition africaine du Shrine symbolise l'unicité et la grandeur de la culture africaine. L'impact, c'est de pouvoir ramener le pays comme le Nigeria au centre d'une conversation culturelle et aussi au centre d'autres conversations parce que aujourd'hui, économiquement, le Nigeria est une position plus avantagée par rapport à l'Afrique du Sud, par exemple. Et donc, c'est bien de pouvoir le replacer dans son contexte et de lui donner une bonne position. Le président Macron, qui était en ces lieux en 2002 lors d'un stage au Nigeria, n'a pas manqué de féliciter et de rendre un vibrant hommage à ces hommes de culture qui, chaque jour que Dieu fait, apportent un plus au continent africain. Le principal chef de l'opposition du Zimbabwe et espoir présidentiel Nelson Chamisa pense qu'une vague d'optimisme chez les jeunes le guidera vers la victoire électorale. Ces modèles s'appellent Emmanuel Macron, élu en 39 ans à la présidence en France, Justin Trudeau, arrivé au pouvoir à 43 ans, et bien sûr Barack Obama, qui entre à la Maison-Blanche à 47 ans. On l'écoute. They must actually be the ones who are archived because they have no use now. They are only of use as pensioners. I mean, Mr. Mnangagwa said. Les anciens leaders ANU-PF sont en fait ceux qui doivent être archivés parce qu'ils ne sont plus d'aucune utilité maintenant. Ils ne sont utiles qu'en tant que retraités. Je veux dire, M. Mnangagwa à 75 ans, Chiwanga à 65 ans. Ils doivent se reposer. Ils ont fait beaucoup de choses, vous savez. Tu ne peux pas être le héros de deux luttes. Alors oui, je peux comprendre leur colère parce que nous contestons le statu quo, parce que nous introduisons un récit perturbateur, mais c'est leur problème. Et nous espérons le guérir après le 30 juillet. Le changement est dans l'air. Nous le sentons. Vous savez, il est presque partout. La fièvre a pris tout le pays et nous sommes tellement excités que le changement va enfin arriver. Vous dites que le changement a commencé l'année dernière, mais il n'a pas commencé l'année dernière. On a annulé le changement l'année dernière. La sortie du président Mugabe n'était pas en soi un changement total. Ce n'était que le début de ce changement. Ce que nous voulons, ce n'est pas seulement un changement de visage, mais un changement de politique. Nous sommes toujours très optimistes une fois que l'impression du bulletin de vote se fait d'une manière transparente. Nous allons remporter cette élection haut la main. Je veux dire que M. Mnangagwa est conscient qu'il est probablement confronté à la concurrence la plus rude jamais vue. Ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de l'humeur du pays. Les gens se connectent avec les jeunes leaders. Écoutez, nous allons accepter les résultats parce que nous allons gagner. Bien sûr, si nous ne gagnons pas, il nous est difficile d'accepter la fiction, car il n'y a aucune possibilité que M. Mnangagwa gagne cette élection. Je veux dire qu'il le sait, c'est connu de tous. Mnangagwa win this election. I mean, he knows it. It's known by everyone.
Une note de l'environnement pour poursuivre cette édition. L'Afrique de l'Ouest cherche la parade contre une maladie du manioc. Nommée l'Ebola du manioc, cette maladie menace dangereusement la souveraineté alimentaire dans cette région du continent confrontée à une pression démographique de plus en plus croissante. Reportage. Avec 57% de production, l'Afrique a la réputation d'être le plus grand producteur mondial de manioc, une culture de subsistance stratégique pour la sécurité alimentaire. Le tubercule rentre dans le bol alimentaire de 80% des 180 millions d'habitants du Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique. D'où l'inquiétude des chercheurs face à la nouvelle maladie appelée Ebola du manioc, qui menace sérieusement la souveraineté alimentaire dans la région ouest africaine. C'est une maladie qui cause entre 90 à 100% de pertes. Elle est causée par un virus à ARN, et nous avons les symptômes sur les plantes de manioc, sur les feuilles, sur les tiges sur lesquelles on a des nécroses, mais surtout sur les racines. Nous avons d'abord construit des laboratoires, équipé des laboratoires, formé des techniciens, des chercheurs, des étudiants, parce qu'il faut avoir la capacité, les infrastructures, mais aussi les capacités intellectuelles pour pouvoir adresser ce problème. Le virus qui s'attaque au manioc se propage par des mouches blanches. Les hommes en sont aussi des vecteurs de transmission en transportant les boutures de manioc. Face à cette situation, les ministres de la Recherche de 8 pays d'Afrique de l'Ouest se sont réunis début juin à Cotonou, la capitale économique du Bénin, pour prévenir une crise du manioc en s'engageant aux côtés du programme West African Virus Épidémiologie. Au cours de cette même rencontre, les chefs et rois de 12 pays africains ont également été missionnés pour combattre cette maladie et être proactifs. Le gouvernement et les rebelles du Soudan du Sud, jeune pays enfoncé dans une guerre civile depuis 2013, conviennent de retirer leurs forces des zones urbaines. Cette décision intervient dans le cadre d'un accord portant sur la sécurité signé à Khartoum par les deux parties. Voici les précisions. Toutes les parties ont convenu de retirer leurs forces militaires dans le cadre de l'accord de sécurité. Ainsi s'exprimait le chef des services de renseignement militaire soudanais, Jamal Omar, lors de la cérémonie de signature au ministère de la Défense à Khartoum, en présence du leader rebelle Riek Machar, de responsables sud-soudanais et de journalistes. Selon Jamal Omar, un comité va être mis en place pour superviser l'application de cet accord de sécurité. Avec la signature de cet accord, le temps est venu pour nous, au Soudan du Sud, de baisser les armes après 3 années amères depuis la signature du dernier accord de paix. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, et son grand rival Riek Machar ont convenu le 27 juin dernier d'un cessez-le-feu permanent, un accord qui relance les espoirs de paix dans ce pays ravagé par la guerre. Cet accord a été scellé à l'issue d'un nouveau round de discussion à Khartoum, alors que l'ONU avait donné aux parties en conflit au Soudan du Sud jusqu'à fin juin pour parvenir à un accord politique viable sous peine de sanctions. En Angola, la justice a acquitté ce vendredi le célèbre journaliste et défenseur des droits Hubert Rafael Marquez. Ce dernier risquait une peine de prison ferme pour avoir accusé un ancien haut magistrat de corruption dans une affaire immobilière. On fait le point à travers cet élément. Le célèbre journaliste angolais Rafael Marquez a été acquitté ce vendredi par la justice. Il risquait une peine de prison ferme pour avoir accusé un ancien haut magistrat de corruption dans une affaire immobilière. En effet, dans un article publié en 2016 sur son site d'information Marca Angola, Rafael Marquez avait mis en cause le procureur général de l'époque, João Maria de Souza, dans une transaction immobilière. Le parquet avait requis une peine de prison ferme pour outrage à une autorité souveraine et insulte à l'autorité publique. Várias repercussões do ponto de vista legal. Il y aura plusieurs répercussions légales et c'est un signal que nous devons continuer avec notre travail de lutte contre la corruption. Nous voulons un pays différent et nous continuerons à dénoncer tous ceux qui posent des actes pour blesser la patrie.
et les Angolais défavorisés surtout. Importante é ver os corruptos na cadeia e não libertar aqueles que estão a denunciar a corrupção. Dans son jugement, la magistrate a reconnu la validité de l'enquête publiée par Rafael Marquez. Ce qui a été mentionné est considéré dans le contexte qui montre la vertu et nous ne pouvons pas confirmer que ces expressions sont blasphématoires envers les offensés. Sur ce point, nous ne pouvons pas sembler ne pas pouvoir imposer des conséquences criminelles. Et les accusés, Rafael Marquez et Mariano Bras, ont donc exercé leur obligation d'informer en toute objectivité. Opposant de longue date du régime angolais, Rafael Marquez, 46 ans, est un habitué des prétoires où il a régulièrement été jugé pour ses articles. Il était jugé cette fois-ci avec un autre journaliste, Mariano Bras, qui avait reproduit l'article dans un hebdomadaire. L'instant sport dans cette édition, c'est dans quelques secondes. Jonas Toanou, bonjour. Bonjour. Le candidat de la Coupe du Monde qui se déroule en Russie est connu depuis la fin du week-end. Alors, les quarts de finale ont livré donc leur verdict. Le point avec vous. Tout à fait, quand je viens maintenant, la France a facilement, on va dire, dominé l'Uruguay de Luis Suarez. Un but de Varane de la tête à la 40e minute de jeu suite à un coup franc déposé par Antoine Griezmann. Griezmann a mis les Bleus dans les meilleures conditions et a parachevé son match plein sur un but à la 61e minute de jeu, bien aidé, il faut l'avouer, par une énorme faute de main de Fernando Muslera. Dans le second match, la Belgique a déjoué les pronostics en dominant le Brésil. L'ouverture du score est intervenue à la 13e minute de jeu. Fernandinho trompant son propre gardien du bras suite à un corner dévié par Vincent Kompany. La Belgique a consolidé son avantage dès la 26e minute suite à un contre rondement mené par Romelu Lukaku qui a servi Kevin De Bruyne 2-0, signalant le match monstrueux de Thibaut Courtois qui a fait échec à la plupart des tentatives à Riverde. Le but de Renato Augusto à la 76e minute de jeu ne fut finalement qu'anecdotique. Dans les autres matchs, l'Angleterre s'est imposée cette fois-ci aussi logiquement face à la Suède 2-0. C'était donc en quart de finale, bien lancé par un but de Harry Maguire sur corner dès la demi-heure de jeu. Les Anglais ont continué à pousser au retour des vestiaires et ont été justement récompensés par un but de Dele Alli. C'était à l'heure de jeu. L'Angleterre se retrouve donc dans le dernier carré pour la première fois depuis 1990 et affrontera la Croatie qui a eu toutes les peines du monde à surmonter les vaillants Russes. Denis Cherichev avait ouvert la marque, égalisation de Kramaric pour les Croates. Les Croates ont porté le score par l'entremise de Vida. C'était lors des prolongations à 2-1, mais c'est sans compter sur l'équipe russe qui, par un coup franc de Zagoev, a permis à Fernandez de soulever tout un pays. C'était 2-2. La Croatie arrache donc son ticket. C'était lors de la fatidique séance des tirs au but qu'on lui a maintenant. Alors, vous avez parlé du Brésil, vous avez parlé de l'Uruguay, c'est l'Amérique du Nord face à l'Europe, et c'est l'Europe qui a triomphé. L'élimination du Brésil et de l'Uruguay, vous l'attendiez, vous? Pour l'Uruguay, il y avait peut-être quelques signes annonciateurs parce qu'un attaquant comme Edison Cavani, qui était blessé alors qu'il a été double buteur face au Portugal en 8e de finale, c'était à prévoir qu'il y aurait des difficultés, mais le contenu du match a été très indigeste pour ces Uruguayens-là. Ils n'ont pas pu trouver la bonne alchimie pour inquiéter la France qui a été solide. Il faut l'avouer, la France mérite son ticket en demi. Mais pour le Brésil, je dirais plutôt que c'est la rançon peut-être de l'amateurisme ou du manque de confiance et de prise de responsabilité. Je m'explique. L'attaquant titulaire, le numéro 9 de cette sélection de Brésil, c'est l'attaquant de Manchester City, Gabriel Jesus. Il n'a pas été bon, il n'a marqué aucun but, mais le sélectionneur lui a fait confiance tout au long du tournoi, alors qu'il y a des joueurs qui venaient du banc, qui étaient plutôt bons, notamment l'attaquant liverpoolien, qui était sur le banc de touche, qui rentrait à chaque fois, qui a même marqué, qui a été beaucoup
beaucoup plus entreprenant. Quand vous avez des joueurs bons sur le banc et que vous ne leur faites pas confiance, souvent vous vous relevez. Même Neymar aurait été à quelques moments aurait mérité, je dirais, de sortir donc de la rencontre. Alors Juarez Toadou, les demi-finales c'est déjà à compter de 2 mai. Quels sont donc les tableaux? France-Belgique, beaucoup de pression mise sur Thierry Henry, pression vaine parce qu'il est sélectionneur adjoint de la Belgique. Et puis dans l'autre match, ce sera mercredi, Croatie-Angleterre. Par la grâce de Dieu, vous retrouverez donc pour décortiquer les résultats de ces différentes prestations des différents clubs européens désormais, des équipes nationales du moins, parce que c'est désormais la Coupe du Monde de l'Europe. Alors, mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à chacun et à tous en compagnie des programmes de CIE.